Dans cette vidéo, on va parler des erreurs communes qu'on fait quand on commence la méditation. Cette division est un petit peu arbitraire, on pourrait en inclure d'autres, mais c'est à mon sens celles qui sont les plus problématiques aujourd'hui, en tout cas dans les retours que je peux avoir et dans ma propre expérience. Ces erreurs ne sont pas définies de cette manière-là, en tout cas pas dans cette forme de liste dans les textes classiques, mais j'ai rien inventé, on les retrouve toutes. Donc la première, c'est de penser que la méditation, ce n'est qu'une histoire de technique. Et en fait, quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle une décontextualisation, c'est-à-dire qu'on sort une pratique qui, pendant plusieurs millénaires, a été présentée dans un ensemble d'autres pratiques, en pensant que par elle-même, elle peut fonctionner. On pense que la méditation peut fonctionner sans porter attention à notre mode de vie, à ce qu'on fait dans la journée, à notre conscience discriminante, à notre faculté à réfléchir. Et on se rend compte que le faisant, cette décontextualisation, c'est un peu comme si en fait on faisait du marteau-piqueur toute la journée et qu'on espérait en fin de journée commencer à vouloir monter une miniature d'un bateau dans une coquille de noix par exemple. Eh bien, si on extrait la méditation de la manière dont on parle, dont on agit, dont on se comporte dans la vie de tous les jours, eh bien, il peut arriver que ce qu'on va faire dans la méditation ne va pas suffire à calmer notre esprit parce que le reste de la journée, l'esprit a été complètement laissé en friche et que si on cultive la distraction dans la journée, on ne peut pas espérer qu'en 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et parfois même une heure, on arrive à calmer l'esprit. La méditation a toujours été inclue dans une voie d'ensemble qui inclut à la fois la discipline éthique, ce qu'on appelle la discipline éthique, mais c'est quel mode de vie on mène, et puis également notre capacité à réfléchir, à se poser des questions. La deuxième erreur qu'on fait quand on commence la méditation, c'est de penser que ce n'est pas une technique. Donc c'est complètement l'inverse. On pense que on a juste à se poser sur un coussin, fermer les yeux et attendre que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. On le voit, on en fait l'expérience. On peut être très frustré de se dire, voilà, je reste sur un coussin et je me rends compte qu'après une demi-heure, j'ai passé 29 minutes à errer dans le noir et à penser à autre chose. Si on faisait ça, l'équivalent quand on apprend à courir, par exemple, ce serait terrible. L'équivalent de ça, ce serait de sortir de chez soi, prendre ses chaussures, et puis commencer à faire 2 mètres, s'arrêter sur le bord de la route, faire une sieste, se réveiller, consulter ses mails, faire 1 mètre, s'endormir, parler au premier passant, et puis continuer comme ça pendant 1 heure, et à la dernière heure, faire 3 mètres, et se dire, voilà, j'ai fini mon entraînement. Personne ne pourrait être satisfait d'une méditation menée de cette manière-là. Alors l'esprit il est beaucoup plus vaste que la manière dont il nous apparaît quand on commence la méditation. C'est un peu comme si on était habitué à avoir une lumière dans les yeux pendant des heures et qu'on sorte à l'extérieur avec une nuit sans lune par exemple. Et que tout à coup on a l'impression qu'il n'y a rien, que c'est le vide complet. Mais il faut du temps pour se réhabituer, pour que nos yeux se réhabituent au manque de clarté et finissent par voir qu'il y a autant de détails que dans la journée, simplement on ne pouvait pas les voir en premier lieu. Et c'est ce qui arrive quand on commence à méditer et à découvrir l'esprit, on se rend compte qu'il est riche cet esprit de choses qui nous semblaient complètement invisibles auparavant. On appelle ça des facteurs mentaux, il y a des émotions, il y a des sensations différentes, il y a des manières de percevoir différentes, il y a des consciences différentes, qu'elles soient les consciences auditives, olfactives, mentales, il y a les souvenirs, les pensées, les projections, les anticipations, il y a toutes ces choses qui finissent par apparaître. Et pour penser qu'on puisse naviguer dans cette foule de choses sans avoir un minimum d'instruction, c'est comme si on imaginait tout à coup n'avoir aucune formation et se lancer dans une traversée du Pacifique. C'est exactement la même chose, sauf que là, l'outil mental, il est beaucoup moins facile à manipuler au départ que l'outil physique, parce que l'outil physique, on vit dans un monde physique. Mais pour éveiller notre conscience au monde mental, ça demande du temps
Et donc, il y a une technique, ça s'apprend. Il y a une technique pour essayer justement de parvenir à calmer l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire au départ? Sur quoi se focaliser? Comment identifier les distractions? Que faire des distractions? Et à un certain moment, une fois que, par exemple, on a envie de méditer, il y a peut-être autre chose à faire. Et à différentes étapes de la méditation, il y a des phases dans lesquelles on passe où il faut appliquer de certaines recettes, certains leviers pour conduire l'esprit à plus de concentration et plus de stabilité. Troisième erreur, c'est le manque d'enthousiasme. Et ça, c'est très souvent. On médite, mais on commence à méditer sur le souffle et c'est vraiment le souffle. On a le souffle d'un côté, on pourrait dire son pourcentage d'attractivité dans l'esprit, il est de 1%, et tout à coup on a la pizza de ce soir, le ciné, les vacances. Enfin, qui ferait le choix de méditer sur quelque chose d'aussi ennuyeux? C'est impossible. Donc là, il faut faire quelque chose. Le meilleur moyen, c'est d'inverser ce système de valeurs dans notre esprit, commencer à avoir envie de méditer, et puis commencer à se dire que toutes les perturbations et les distractions qui nous traversent, elles sont peut-être plaisantes sur le moment, mais les suivre sans arrêt conduit l'esprit à moins de liberté, moins de joie, et que peut-être méditer sur le souffle, ben, ça peut être un grand potentiel. Donc au final, on inverse en se motivant, c'est pas pendant la méditation, c'est en dehors des méditations, à observer les qualités de la méditation, pourquoi on le fait, pour être sûr qu'on est bien capable de le faire, pour être à même d'inverser ce système de valeurs et se dire, voilà, le souffle sur lequel je médite, en fait, c'est un portail vers quelque chose qui est extrêmement important, c'est le contrôle de mon esprit. Et quand on se convainc par la raison, hein, pas simplement par se le répéter sans arrêt, que ces choses-là existent et que j'en suis capable, alors naturellement le souffle il va gagner en attractivité et les choses qui sont de l'ordre des distractions vont perdre en excitation dans notre esprit. Quatrième erreur, c'est de faire trop long, de méditer beaucoup plus que ce qu'on pourrait. On s'en rend compte quand on force le corps au-delà de ses limites, parce qu'on a des signes qui sont très très visibles, mais les signes qui apparaissent quand on force l'esprit sont beaucoup moins sensibles. C'est la perte d'enthousiasme qu'on vient de voir, qui est problématique, parce qu'elle va empêcher l'esprit de se focaliser sur son objet, si c'est le souffle par exemple, parce qu'on en a fait trop et que le pourcentage de réussite est trop faible pour justifier qu'on puisse avoir de l'intérêt à continuer à méditer sur le souffle. En gros, on fait des séances de 20 minutes dans lesquelles on est distrait pendant 15 minutes. Donc on a 3/4 d'échecs finalement. Et si on avait 3/4 d'échecs quand on court par exemple, ce serait très frustrant. L'indication ici importante, c'est de trouver la durée de méditation qui correspond à ce que nous percevons comme étant une victoire, on peut dire, quelque chose de plaisant, quelque chose d'encourageant. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on médite, il faille ne jamais être distrait par rien, mais essayer de trouver ce point subjectif dans lequel on a peut-être encore des distractions, mais quand on termine, on se dit ouais, je pense que sur cette durée-là, ça s'est plutôt bien passé. Et même si ça nécessite que nos méditations, par exemple, on fait 25 minutes, on va le couper en petits morceaux de 3-4 minutes, et entre ces 3-4 minutes, on va faire des pauses. Et à la fin, vous allez voir que l'enthousiasme sera conservé. Et l'esprit se souvient de ces choses-là quand la fois prochaine vous aurez à méditer, vous vous souviendrez que la fois précédente, ça s'est bien passé. Et ayant cet enthousiasme dès le départ, l'esprit va conserver ce système de valeurs, reconnaissant que le souffle c'est important, et naturellement il va se focaliser sur lui. Il y a d'autres erreurs qu'on fait, évidemment, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter les divers ouvrages sur le calme mental dans la tradition qui vous intéresse. Et dans la tradition tibétaine, particulièrement, il y a une technique très très approfondie sur les différents leviers qu'on met en œuvre, qui est la
technique sur les 5 erreurs et les 8 solutions, ou 5 fautes et 8 antidotes, qui est pour moi une des méthodes les plus profondes pour cultiver le calme mental.